Vous êtes bien sûr la RTG. Bienvenue dans cette grande édition dont voici les titres. La mercuriale des prix est officiellement lancée en Guinée. Il s'agit d'un outil de contrôle et de maîtrise de la dépense publique utilisé dans le seul cadre des transactions avec l'État. Taban Silla sera dans ce journal pour les détails. Et puis les travaux de reconstruction de la route nationale Koya-Dabola avancent à pas de géant. L'entreprise chinoise en charge du chantier compte finir les travaux dans un très bref délai. Enfin, signature d'un accord de près de 28 millions de dollars pour le financement du projet d'appui au développement agropastoral, à la digitalisation et l'accès au marché en Guinée, un soutien de la Banque africaine de développement. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Le Premier ministre, chef du gouvernement, était ce jeudi face aux médias. Objectif, faire le point sur l'évaluation des performances à mi-parcours des ministères sectoriels. Une occasion saisie par Dr Bernard Goumou pour éclairer la lanterne des uns et des autres sur tous les aspects de l'évaluation en question. Compte rendu Ousmane Bangoura. Un autre exercice républicain pour le chef du gouvernement. Ce jeudi, le Premier ministre Dr Bernard Goumou était face aux médias pour éclairer la lanterne des uns et des autres sur l'évaluation de performance à mi-parcours des ministères sectoriels. Ici, Dr Bernard Goumou revient sur la genèse de ce processus d'évaluation. Dans ma déclaration de politique générale devant les honorables conseillers du Conseil national de la transition, institution chargé entre autres de suivre la mise en œuvre de la feuille de route de la transition, article 57 de la charte de la transition, et de contrôler l'action gouvernementale, j'avais annoncé, j'avais promis l'application du principe de redevabilité au sein de mon gouvernement par l'établissement des contrats d'objectifs de performance que j'ai appelés COPGI, avec les ministres, qui à leur tour devront procéder à la signature d'un contrat objectif de performance avec leurs collaborateurs. Le COPGI, contrat de performance annuel, matérialise les engagements entre le ministère et la primature sur une année civile. C'est un outil de suivi et d'évaluation de la performance gouvernementale. 3 objectifs sont assignés au COPGI. 1. Planifier et agir dans le cadre de l'atteinte des objectifs. Deuxième objectif, c'est de surveiller la mise en œuvre des actions pour l'atteinte de ces objectifs. Et troisième objectif, fonder les prises de décisions gouvernementales sur des bases factuelles. C'est une première dans les pratiques de la gestion gouvernementale en Guinée de mettre un processus aussi abouti. Au cours des débats, Dr Bernard Goumou a tout d'abord communiqué sur la démarche méthodologique avant de rappeler les enseignements tirés de cette évaluation par son équipe gouvernementale. Je tiens à indiquer que pour s'assurer de la réussite de l'évaluation, différentes dispositions ont été prises. Tout d'abord, la soumission par les ministères des supports de leurs performances sur une plateforme numérique dédiée à cet effet. Ces supports sont constitués d'un rapport et des tableaux de suivi. Les ministères ont bénéficié d'un encadrement méthodologique à cet effet par la primature. La mise en place d'un comité d'évaluation composé de 7 membres. Les membres du comité d'évaluation ont téléchargé ces supports, procédé à leur examen méthodologique pendant 10 jours avant le démarrage de l'évaluation. Et un guide d'évaluateurs a été mis à la disposition des évaluateurs pour une question d'uniformité. Notation globale. Il résulte qu'un ministère a 0 point. Mention non satisfaisant. 2 ministères ont des notes comprises entre 51 et 60%. Mention passable. 12 ministères ont des notes comprises entre 61 et 70 points. Mention assez bien. 11 ministères ont des notes comprises entre 71 et 80 points. Mention bien.
2 ministères ont des notes comprises entre 81 et 90 points, mention très bien. Aucun ministère n'a obtenu une note comprise entre 91 et 100 points, mention excellente. Pendant 55 minutes, le ministre Dr Bernard Goumou, accompagné de son cabinet, a présenté et défendu tous les contours de ce programme d'évaluation de performance à mi-parcours des différents ministères sectoriels. Pour beaucoup plus de transparence, le chef du gouvernement a rassuré les médias que les résultats de l'évaluation finale seront transmis au chef de l'État, colonel Mamadi Doumbouya. On reste avec le Premier ministre qui a officiellement procédé au lancement de la mercuriale des prix. Il s'agit d'un outil de contrôle et de maîtrise de la dépense publique utilisé dans le seul cadre des transactions avec l'État. La rencontre a réuni plusieurs membres du gouvernement, des institutions et des partenaires techniques et financiers ici même à Conakry. Daouda Tabonsila, Lansana Kambara. La mercuriale des prix est un référentiel qui sert désormais de guide pour les acteurs de la chaîne de la planification, de la budgétisation et des dépenses publiques au niveau central, décentralisé et déconcentré du pays. Il est élaboré par le ministère du Plan et de la Coopération internationale à travers l'Institut national de la statistique. Nous venons de franchir une étape historique de la gouvernance de notre État. Aujourd'hui, en République de Guinée, nous avons une base de données de prix de référence. Dans le cadre de la moralisation de la gestion publique, dans le cadre de la rationalisation des ressources de l'État, nous aurons une plus grande efficacité sur les marchés que nous passons parce que nous saurons plus économiser pour pouvoir mettre ça à bon escient sur les besoins de nos populations. Et aujourd'hui, c'est le peuple qui gagne. Pour son élaboration, une enquête a été réalisée à Conakry dans les chefs-lieux de nos régions. Plus de 3000 produits ont été examinés à travers 11 000 points de vente. Ce travail a été élaboré selon des normes internationales requises. Je lance un appel en tout cas, à tous les utilisateurs, en tout cas en particulier aux personnes responsables des acquisitions des marchés publics, de s'approprier et d'utiliser cette plateforme en vue, comme on l'a indiqué, de rationaliser davantage les ressources dont on dispose. La mercuriale des prix est aussi un outil de contrôle et d'orientation permettant aux services publics d'apprécier les prix proposés par les soumissionnaires. Pour couvrir tous les aspects de la commande publique, nous sommes conscients de l'impérieuse nécessité de l'édification d'un système de gestion des finances publiques de qualité. La mise en place de la mercuriale des prix constitue dans ce cadre une avancée considérable pour une gestion optimisée de la dépense publique. D'ailleurs, depuis le début de cette année, nous avons économisé 368 milliards de francs guinéens sur les prix proposés par les soumissionnaires au marché public. Le Premier ministre, chef du gouvernement, est revenu sur l'importance de ce document qui permettra de mieux gérer la dépense publique. Désormais, les données de la mercuriale des prix devront servir de référence au cours des acquisitions pour optimiser les dépenses publiques. J'invite ainsi les services impliqués dans le processus d'acquisition des biens en faveur de l'État à s'approprier rapidement de cette mercuriale en vue de son utilisation immédiate et optimale dans le but d'améliorer l'efficience des dépenses publiques. Le chef de l'État, attachant du prix à cet outil, vous adresse toutes ses félicitations et vous invite à vous pencher très rapidement, d'ici la fin de l'année, à l'intégration dans la mercuriale des prix, les infrastructures et les travaux publics où l'État n'est pas encore concurrentiel. La gouvernance et l'opérationnalisation de la mercuriale des prix se veut donc participative, inclusive et dynamique en vue de répondre efficacement aux attentes des agents de l'État, des prestataires et des bénéficiaires des services publics de l'État. Et puis c'est à partir du 31 août 2023 qu'entre en vigueur le rapatriement des recettes en devises des substances minières. Une rencontre de rappel des dispositions du Code minier s'est tenue ce jeudi au ministère des Mines et de la Géologie. Memona Bella Diallo, Moussa Bangoura.
Le code minier, en ses articles 184 et 185, précise que les sociétés minières sont soumises à la réglementation de change en Guinée. Plus loin, ce même article insiste sur le fait que les sociétés minières sont tenues au rapatriement des recettes en devises jusqu'à 100% des recettes d'exportation. Pour un départ, l'État n'exige pas trop et met le cap sur 50%. Mais à date, le niveau de rapatriement reste encore faible et le gouvernement décide de faire respecter les textes. Avec la Banque centrale, nous avons fait le point sur les rapatriements à la fin du mois de juin 2023. Alors sur 90 millions de dollars qui auraient dû être rapatriés, les banques n'ont reçu que 8 millions de dollars à peu près. Sur à peu près 16 millions d'euros que les banques auraient dû recevoir, elles n'ont reçu à peine que... Elles n'ont rien reçu, elles ont reçu zéro. Et sur le CFA, on devait recevoir à peu près 1,5 milliard de francs CFA. Les banques n'ont reçu que 700 millions. Donc vous voyez qu'il y a un grand laxisme qui est là. Si ces ressources ne reviennent pas, la monnaie s'affaiblit de plus en plus et de plus en plus. Et cela rend le coût de la vie cher. En Guinée, près de 90% des exportations sont issues du secteur minier. La mesure ne s'applique pas seulement à ce secteur, mais à tous les opérateurs économiques exportants. Et pour avancer vite et bien, à partir du 31 août, la mesure va s'imposer. Et la législation guinéenne, tout comme en matière de commerce international, prévoit que les recettes issues des exportations soient rapatriées au pays 90 jours suivant les opérations d'exportation. C'est pourquoi au niveau des échanges, on a dit, nous voulons collaborer en tant que partenaire. Sinon, il suffit de refuser de valider les demandes d'exportation ou d'importation pour que tout soit bloqué. Et nous ne voulons pas en arriver là. C'est pour cette raison qu'on a sensibilisé et on a donné comme le 31 août pour que la mesure soit vraiment rétroactive et qu'elle soit appliquée. Il faut appliquer les textes dans toute leur rigueur. Ils peuvent s'appliquer à l'État comme aux entités qui investissent en Guinée, mais tout en garantissant la sécurité de ces investissements. C'est une action que nous avons entamée dans le cadre de la refondation, le ministre du Budget l'a dit. Et je pense que le secteur bancaire, le secteur minier, le secteur commercial de façon générale. Le respect de cette mesure par toute société minière en phase d'exportation est une aubaine pour la Guinée et contribuera à sécuriser davantage les recettes minières, a conclu le ministre Magasuba. L'objectif final pour la population guinéenne, c'est de continuer à mettre les goudrons sur les routes, à fournir l'électricité, continuer pour le ministre de l'Économie et des Finances à payer la dette extérieure de notre pays et financer les forces de défense et de sécurité. Donc tout ça là, il faut quand même que les sociétés minières rapatrient les recettes conformément à la loi guinéenne. Et ça, c'est une loi qui est supranationale dans tous les pays du monde, du moins les pays que nous connaissons. C'est une loi qui s'applique à tout le monde. Et pour la population guinéenne, ça permettra quand même au gouvernement, au pôle financier, de s'assurer que l'augmentation inacceptable du prix des denrées de première nécessité ne soit pas là. Au niveau de la Chambre, nous allons nous réunir le jeudi prochain, le jeudi en 8, au sein de notre conseil d'administration, pour convenir de l'ensemble des modalités à mettre en place, aussi bien en notre sein qu'en relation avec les banques primaires, pour que l'obligation de conformité légale qui a été rappelée à travers les articles 184 et 135 soit scrupuleusement respectée. Ces compagnies minières sont donc mises en demeure de respecter le temps qui leur est imparti. Direction Sigiri, où Mamadi Magasuba a été installé dans ses nouvelles fonctions de nouveau président des orpailleurs de Sigiri. L'encadrement et la sensibilisation des acteurs à l'impact du secteur minier artisanal sur l'économie nationale et la vie des populations sont autant d'enjeux sur sa table pour prôner la cohésion au sein de l'Union nationale des orpailleurs de Guinée. Diamokaba. Les orpailleurs de Sigiri ont désormais un nouveau défenseur. Mamadi Magasuba prend officiellement fonction. Le moment était très attendu pour apporter du renouveau au sein de cette corporation. L'unité, sa première feuille de route, pour redonner de l'espoir à sa famille professionnelle. Réunir tous les orpailleurs de Sigiri,
est ma première ambition. On doit se donner la main pour faire rayonner notre corporation. C'est aussi le souhait de Tidiane Koïta, notre président. La ville de Sigiri constitue la dernière étape de ces rituels d'installation. Occasion pour le Bureau national des orpailleurs de Guinée de rappeler ses attentes. Le renforcement de la compétitivité du tissu économique local, sa priorité pour prôner la cohésion. Le gouvernement soutient notre corporation. Cet appui de l'État interpelle tous les orpailleurs. L'ambition du Bureau national est de renforcer davantage cette fraternité pour aussi accompagner la vision de la transition. La promotion de l'exploitation artisanale et la sauvegarde de l'environnement, des chantiers phares pour le bien-être des orpailleurs de Sigiri. De nouveaux engagements à explorer pendant 3 ans pour accompagner le développement socio-économique du pays. Je vous le disais dans les titres, les travaux de reconstruction de la route nationale Koya-Dabola avancent à pas de géant. Ce projet d'envergure se réalise sous la vigilance du président de la transition. L'entreprise chinoise en charge du chantier compte finir les travaux dans un très bref délai. Aboubakar Junior Camara. La route nationale Koya-Dabola affiche un nouveau visage après le rythme accéléré des travaux. Le paiement de la quote-part de la Guinée et la pression des autorités de la transition ont permis d'obtenir ce résultat dans un temps record. 80% est le taux d'exécution des travaux. Si quitter ici, arriver à Conakry, c'était direction garage. Aujourd'hui, c'est un ouf de soulagement et nous les remercions par rapport à l'accélération de cette route. On peut quitter ici à 6 heures, se retrouver à 11h, 12h à Conakry. Donc nous qui sommes sur ça, nous savons combien de fois la route là nous est favorable aujourd'hui. Techniquement, avant les études, c'était un tronçon de 370 km, mais avec les études d'une réduction d'à peu près de 16 km, ça fait 354 et demi de kilomètres aujourd'hui réalisés, et avec 39 ouvrages d'art. La route nationale numéro 1 est la colonne vertébrale du réseau routier guinéen. Sa reconstruction est un ouf de soulagement pour les populations guinéennes en général et celles de la savane en particulier. Aucun Guinéen ne peut ignorer le calvaire que nous avons vécu ces dernières années dans le trajet Koya-Dabola. Dieu merci, aujourd'hui, cette route est à sa phase finale. Nous sommes satisfaits à plus d'un titre. Parce qu'aujourd'hui, le trajet Koya-Dabola, c'est très facile. La route est bien faite. Ce projet d'envergure est financé par l'accord cadre de 20 milliards de dollars signé entre la République de Guinée et la Chine. Ce qui a permis à ce projet de s'exécuter dans les meilleures conditions en respectant les études techniques et l'aménagement des caniveaux d'évacuation des eaux de ruissellement. Un protocole d'accord sur la livraison d'embarcations à coque rigide est signé entre le gouvernement guinéen et l'Union européenne dans le cadre du projet d'appui à la sécurité maritime intégrée en Afrique de l'Ouest. Il vise à renforcer les capacités opérationnelles des forces de l'ordre par la fourniture d'équipements pour lutter contre les menaces qui pèsent sur la sécurité maritime des côtes guinéennes. Abraham Christophe Conté. L'exercice a duré 2 heures entre le gouvernement guinéen et la mission du Camões du Portugal. À travers cet acte, les deux parties signent un protocole d'accord relatif à la livraison d'embarcations à coque rigide. Une opportunité offerte à la Guinée dans le cadre du projet d'appui à la sécurité en mer intégré en Afrique de l'Ouest par l'Union européenne. Autre volet de cet accord, le renforcement de la réponse opérationnelle des forces de l'ordre et de la gestion des règles des droits en mer. Le CNRD, avec à sa tête le colonel Mamadi Doumbouya et l'ensemble du gouvernement, ont très tôt pris la pleine mesure du phénomène et engagé des actions vigoureuses en vue de renforcer la sécurité maritime dans nos eaux territoriales. Outre les moyens logistiques et financiers consacrés à cette activité, il convient de saluer la batterie de mesures prises par le ministère de la Défense nationale pour renforcer les capacités d'intervention de nos forces de défense et de sécurité en vue de traquer sans répit les auteurs des actes illicites, les appréhender et les traduire devant les juridictions
compétentes. À travers cet accord de partenariat, les parties s'engagent à coopérer. L'idée est d'éliminer tous les obstacles qui pourraient rendre difficile la sécurité en mer. Le protocole d'accord définit les responsabilités de tous les partenaires pour la livraison et l'utilisation des équipements, ainsi que pour la formation des formateurs en faveur des utilisateurs des équipements. La sécurité maritime est vitale tant pour l'Union européenne que pour l'Union africaine, et en particulier pour les pays du Golfe de Guinée. Le domaine maritime mondial doit être sécurisé pour libérer tout le potentiel des océans et de l'économie bleue durable. La signature du protocole d'accord entre le gouvernement, représenté par M. le ministre des Transports, et le président du conseil d'administration de l'Institut Camões du Portugal marque le démarrage effectif du processus de livraison des embarcations à notre pays. Notre pays bénéficiera, à l'instar de tous les autres États côtiers de la sous-région, de 2 embarcations d'une quinzaine de places, avec une longueur de 8 mètres, une largeur de 3,50 mètres, avec une vitesse de 45 nœuds. Ce présent accord établi est inscrit dans les priorités du gouvernement de la transition. Avec ce document officiel, la Guinée et l'institution Camões du Portugal s'engagent à travers le ministère des Transports à renforcer la capacité des inspections et de recueillir des preuves efficaces pour améliorer le contrôle des côtes maritimes guinéennes. Sur un tout autre plan, les acteurs de la filière avicole traversent actuellement des moments difficiles. Ils plaident pour plus de protection de la part de l'État face à la concurrence déloyale des importateurs. Problème évoqué, le manque d'écoulement de leur production locale sur le marché. Falilou Diallo a rencontré plusieurs d'entre eux. Suivez son constat. Face à la concurrence déloyale, la filière avicole traverse actuellement des moments difficiles. Le Covid-19 est également passé par là. Aujourd'hui, nombreux sont ces couvoirs qui ont mis la clé sous la porte. C'est le cas de Salambandé Agro-Industrie sur une production estimée à 95 000 poussins par semaine. Ce couvoir peine aujourd'hui à produire. C'est voir comment protéger les producteurs locaux et surtout les entreprises qui viennent s'installer en Guinée. Là, si on fait la promotion des importations, je ne pense pas que si les entreprises vont exister. Une réalité que vivent l'ensemble des acteurs évoluant dans cette filière. Ils s'engagent à produire pour approvisionner le marché local avec à la clé 18 millions de poussins par an. Il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits par le ministre de l'Élevage et de l'Agriculture pour vraiment relancer ce secteur. Et pour ces relances, il faut réellement une activité de production de poussins. Sans cela, et cette relance ne va pas porter ses fruits. Le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage et ses partenaires avaient paraphé un accord de financement de plus de 40 milliards de francs guinéens pour accompagner les acteurs de la filière. Le premier engagement du ministère, c'est déjà de mettre en place des projets qui sont dans la vision de développer le secteur de l'élevage. Au niveau du FODA, nous avons une assistance revolving qui est destinée aux fermiers pour qu'ils puissent redémarrer leur affaire et qu'ils ne soient pas entravés par le fait qu'on a totalement perdu les animaux. Sur les 5 couvoirs évoluant dans le Grand Conakry, 3 sont déjà à l'arrêt et les 2 autres sont sur le point de fermer. Et puis signature d'un accord de près de 28 millions de dollars pour le financement du projet d'appui au développement agro-pastoral, à la digitalisation et l'accès au marché en Guinée. C'est un soutien de la Banque africaine de développement pour faciliter la réalisation des infrastructures afin de lutter contre la pauvreté et soutenir la sécurité alimentaire. Reportage Fodé Camara. Cette série de signatures sur orbite le plus grand projet du sous-secteur élevage. Un sous-secteur souvent relégué au second plan. Un vieux dysfonctionnement que le gouvernement compte corriger. À titre de rappel, quand on regarde le portefeuille de financement du sous-secteur de l'élevage, je pense que c'est le plus important financement depuis plus de 20 ans. Madame la secrétaire générale l'a rappelé tantôt. Et notre ami Léandre a pris acte
de cela. Et c'est pour dire que le président de la République pense à tous les secteurs. On a acheté beaucoup de tracteurs, nous avons fourni beaucoup de semences. On va encore recevoir très prochainement de l'engrais. Mais il faut aussi penser à l'élevage, parce que l'objectif c'est quoi? C'est de parvenir à l'autosuffisance alimentaire en République de Guinée, et nous avons cette capacité. Il faut s'y mettre, et c'est ce que vous faites ici, monsieur le ministre. Soyez-en félicités et remerciés, ainsi que tous vos cadres. La grande réussite du monde de la refondation verte et leur signifier tout notre soutien, toutes nos admirations sur ce grand progrès réalisé dans ce secteur important pour notre public. Et féliciter et encourager. Et merci aux pôles financiers qui nous permettent de réaliser nos rêves. Avec cette enveloppe de 28 millions de dollars, le financement des actions de développement en Guinée par la BAD avoisine plus de 700 millions de dollars. Dans ce lot, 2 accords de prêt sont dédiés au secteur agropastoral. Je suis heureux de relever que la coopération entre le groupe de la Banque africaine de développement et le gouvernement guinéen se porte très bien. Ce nouvel engagement fait porter le portefeuille actif de la banque en Guinée à 720 millions de dollars américains. Ce protocole d'accord de prêt de 28 millions de dollars vient financer les différentes activités de promotion rurale du projet d'appui au développement agropastoral, à la digitalisation et l'accès au marché. Un financement qui va contribuer à accélérer la production du maïs et du soja pour les filières volaille et bétail, 2 filières porteuses de croissance. 28 millions de dollars pour aider la production d'aliments, de maïs, de soja, pour aménager 4000 hectares de terre, pour aménager 3000 hectares de domaines fourragers, pour construire des unités de transformation et de production d'aliments pour volailles, pour aider l'accès au financement. Je pense que c'est une très bonne nouvelle. Aujourd'hui, avec l'appui de M. le ministre des Finances, nous sommes à plus de 100 millions de dollars aujourd'hui mobilisés pour le secteur agricole. Et les populations vont continuer à ressentir les effets positifs de ces financements sur le terrain. Et les anciens financements ont déjà beaucoup apporté. Et les nouveaux financements, on va se battre pour que les décaissements commencent très très vite. Principal défi à relever, l'amélioration de la capacité d'absorption des fonds de l'ordre de 36%. Un critère de performance que les autorités comptent conforter pour permettre à la vingtaine de projets à financement extérieur du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage d'améliorer la résilience des millions de ménages ruraux, souvent très vulnérables. Dans l'actualité également, à l'enseignement technique, un accent particulier est mis sur la construction et la rénovation des écoles. Parallèlement, des actions sont en cours pour renforcer la gestion de ces écoles avec une planification efficace, d'où la validation du document cadre de projet d'établissement par les responsables venus de partout de la Guinée et les partenaires au développement. Tchernosman Diallo à Marakoba pour les détails. Jusque-là, le travail de planification réel à l'enseignement technique s'effectue au niveau central. À présent, le ministère œuvre à instaurer cette culture jusqu'au dernier établissement de formation professionnelle à travers le pays. Avec le projet d'établissement, toutes les écoles doivent définir leurs perspectives sur une période de 3 ans et améliorer ainsi le management des structures d'enseignement professionnel publiques et privées. Le projet d'établissement est à l'image du programme de développement local, le PDL dans les collectivités. Donc c'est notre PDL dans l'enseignement technique et ça va permettre à tous les partenaires de participer à sa conception. Donc ça ne va pas être élaboré par seulement les équipes du ministère, mais tous les acteurs concernés par un établissement d'enseignement technique dans une zone vont participer à la production des activités prioritaires pour que chacun se reconnaisse dans le document et puisse contribuer de façon très très positive. Je trouve que c'est un document très intéressant qui pourrait permettre aux établissements de mieux s'organiser, de planifier leurs actions et d'avoir une visibilité plus nette sur leurs activités par rapport à leur vision et à leur mission sur le terrain. Le projet d'établissement à l'enseignement technique est une première
et fait partie des multiples réformes initiées dans ce secteur sous l'ère CNRD. C'est un document qui va être essentiel. Lorsqu'un PTF veut investir dans le système éducatif, il faudrait ressortir ce document type par le biais duquel il pourra s'inspirer afin de s'insérer soit dans les projets existants, notamment le PRODEC, ou dans d'autres types de projets tels que nous sommes en train de co-construire avec le financement qu'on a obtenu de l'Union européenne. C'est un ministère qui est très dynamique, qui a vraiment fait la transformation du secteur de l'enseignement technique et de la formation professionnelle en rénovant les écoles, en créant d'autres et en construisant. Après validation du modèle de document cadre projet d'établissement, toutes les écoles professionnelles du pays vont l'adopter en prenant en compte leurs spécificités et leurs besoins. À l'enseignement supérieur également, les autorités mettent les bouchées doubles pour améliorer la qualité de l'enseignement et de la recherche dans les universités publiques et privées du pays. Les institutions sont évaluées pour voir l'état des programmes enseignés. À l'université de Sonfonia, par exemple, les évaluateurs se sont penchés sur le rapport de l'institution pour cerner son fonctionnement et définir les orientations à suivre. Bakary Bambakonde. Le gouvernement guinéen continue ses actions pour la qualification du système d'enseignement supérieur. Ainsi, avec l'autorité nationale d'assurance qualité, plusieurs innovations sont en cours. Pour l'année académique 2022-2023, une évaluation institutionnelle est mise en place afin de produire un classement annuel des institutions d'enseignement supérieur, des centres de recherche et de documentation. À l'université de Sonfonia, les cadres se prêtent à l'exercice. Toutes ces évaluations qu'on est en train de faire, c'est pour pouvoir améliorer la qualité de la formation, la qualité des activités pédagogiques, des activités didactiques, des activités scientifiques au sein de nos institutions. Donc l'objectif final, c'est que chaque année, on puisse améliorer, on puisse faire un pas de plus pour l'atteinte de cet idéal de qualité de nos formations et de nos activités de recherche et autres. Ici, c'est le rapport d'auto-évaluation produit par l'institution qui a concentré l'essentiel des travaux. Nous, gestionnaires, on se dit que le contrôle est la quatrième fonction fondamentale de la gestion. Donc, quand on travaille, c'est tout à fait normal de s'arrêter, de voir ce qu'on fait, si on est en train de le faire dans les normes. Et si on n'est pas dans les normes, ce sont des évaluations comme ça qui nous permettent vraiment de rectifier le tir. C'est très bien passé. La commission était très solide. Elle est très demandée. Mais j'espère que ça soit... Ces dernières années, l'autorité nationale d'assurance qualité dans l'enseignement a évalué 43 institutions, 327 programmes avec 171 accrétions selon les évaluateurs. Pour vulgariser et promouvoir l'islam, l'érudit de Sigiring construit un centre d'études et de mémorisation du Saint-Coran dans son village natal à Bilika Faranwalia. D'autres infrastructures telles que des bureaux et des logements pour formateurs et élèves sont également réalisés par El Hadj Karamoko Siaka Kamara. Le coût est estimé à 1,6 milliard de francs guinéens. Nabi Kamara. Après les forages, El Hadj Karamoko Siaka Kamara vient de créer dans cette sous-préfecture un centre d'études et de mémorisation du Saint-Coran, des dortoirs de plus de 800 places pour les apprenants et des logements pour leurs encadreurs. Il faut que les enfants aient accès à la connaissance islamique gratuitement à cause de Dieu. Quand on rassemble les enfants, on leur montre quelque chose, on les éduque très bien. Ils vont retenir ça et le pratiquer correctement dans la vie. Ce temple du savoir islamique est le premier du genre dans la préfecture de Sigiri. Son inauguration le 27 juillet 2023 a mobilisé du beau monde venu des 4 coins de la Guinée. Les hôtes de El Hadj Karamoko Siaka Kamara ont magnifié son œuvre qui va sans doute contribuer au renforcement de la connaissance du Coran et la foi islamique dans le pays. Il faut reconnaître que El Hadj Karamoko Siaka Kamara est en train de travailler pour le pays. Il faut donc le soutenir et l'encourager. À travers ses œuvres, il montre que tous les Guinéens
sont égaux pour lui. Les autorités régionales de Kankan et celles de la préfecture de Sigiri ont hautement apprécié ce geste du calife général des Tidjanes en Guinée comme celui de sa contribution à la culture de la paix et de l'éducation des enfants, l'avenir de la nation. J'ai adressé nos sincères félicitations, nos remerciements et nos encouragements à El Hadj Karamon Siaka. L'œuvre qu'il a accomplie, qui restera dans l'histoire, parce que la Guinée sera construite par l'œuvre des filles et des fils de Guinée. À noter que depuis 10 ans, El Hadj Karamoko Siaka Kamara, le fondateur de ce centre d'études et de mémorisation du Saint-Coran à Bidika Faranwalia, organise des cérémonies de lecture du Saint-Coran et des prières pour la prospérité de la Guinée, notre beau pays. La question sur la parité devient de plus en plus une préoccupation majeure dans notre pays. Au CNT, toutes les dispositions sont en train d'être prises pour gagner ce combat. L'organe législatif de la transition, en collaboration avec le PNUD, vient d'organiser un atelier à cet effet. Les thèmes abordés doivent permettre d'élaborer les textes juridiques qui prennent en compte la question du genre en Guinée. Le point avec Robert Sidi Tolno. Cet atelier sur les enjeux de la parité en Guinée a regroupé, outre les conseillers nationaux, les membres du gouvernement, plusieurs organisations féminines de la société civile et les partenaires au développement. Il devrait contribuer à la réflexion sur les enjeux de la parité en République de Guinée. C'est là pour améliorer le cadre juridique national de promotion et de protection des femmes en lien avec les engagements internationaux auxquels la Guinée a souscrit. C'est pour vraiment que tout le monde se rende compte que cette histoire, que cette problématique de parité en Guinée, elle est réelle. Et nous y tenons. Et comme on parle de refondation de l'État, je pense que c'est maintenant ou jamais. C'est l'occasion à ne pas rater. Les femmes constituent un dividende démographique qu'il faut valoriser dans le pays. Le dynamisme des femmes doit être valorisé, concrétisé, pris en charge, pris en compte pour que le pays puisse inclusivement considérer tous ses citoyens et citoyennes. Pendant 2 jours, les participants ont été outillés sur plusieurs thèmes, au nombre desquels l'enjeu national et international sur la parité, l'obstacle structurel et conjoncturel sur le respect de la parité. C'est une initiative du CNT appuyée par le programme des Nations Unies pour le développement. Donc le PNUD, le système des Nations Unies, plus largement, nous accompagnons techniquement, avec quelques moyens, cette dynamique. Et on doit aussi saluer le rôle majeur que le gouvernement et le Premier ministre jouent. L'ensemble des ministres, on salue cette impulsion et le Conseil national de la transition va œuvrer pour matérialiser les engagements, le droit et les opportunités. Ce que nous allons faire, c'est de rendre la prochaine constitution encore plus sensible au genre, n'est-ce pas, pour que les mécanismes de plaidoyer pour l'application de la loi puissent être plus structurés, pour que les mécanismes de sensibilisation et de mobilisation sociale puissent être mieux structurés pour que le combat puisse se mener beaucoup plus aisément. La cérémonie a été marquée par la remise de plusieurs outils informatiques au caucus des femmes parlementaires, ceci pour renforcer leur capacité d'action sur le terrain. Le ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, à travers l'ANAFIC, est dans une offensive de visibilité de ses actions réalisées dans les collectivités. La préfecture de Forêt-Caria vient de recevoir une mission de contrôle des infrastructures modernes réalisées en faveur des communautés. Mohamed Lamine Kamara, Abdul Razak Souma. La redistribution des 3 fonds par le gouvernement dans le cadre du financement des collectivités du pays fait déjà tache d'huile à Forêt-Caria. À l'image des 355 autres communes de l'intérieur du pays, la municipalité de Forêt-Caria connaît aujourd'hui une forte éclosion d'édifices sociaux de base. La commune urbaine a bénéficié de la prouesse de l'ANAFIC d'un marché de 3 hangars avec des kiosques déjà occupés.
De nouveaux magasins sont aussi en construction. C'est des bijoux qu'on a donnés aux femmes de Fourikaria parce que le marché est très très beau. Et remercie aussi le gouvernement qui a eu l'initiative de faire ces marchés-là, des 3 Ngaï qui continuent toujours à faire à travers l'ANAFIC. Chapeau pour le gouvernement parce que quand tu entends l'ANAFIC, c'est le gouvernement qui a pu autoriser pour ça. Donc je remercie l'ANAFIC amplement. Le choix des localités pour la réalisation des infrastructures émane d'un diagnostic participatif de l'ensemble des populations. C'est le cas ici à Mafaregna, un marché de 500 places et des magasins sont en phase de finition. Dans le district de Guerrier-Bafila, à environ 9 km du chef-lieu de la sous-préfecture, un fumoir est aussi réalisé au bénéfice des bonnes dames de la localité. C'est le groupement qui gère cet édifice et nous remercions le président de vouloir penser à nous et nous exhortons à ce que ça soit encore, on augmente encore ça de plus. À travers un système de péréquation, l'ANAFIC est dans une dynamique positive de transformation des collectivités locales pour un développement inclusif et durable. C'est la fin de ce journal. Grand merci à vous de l'avoir suivi. Bonsoir chez vous.